Donc let's go. Donc fusion dans la télé mais impact sur le gaming. Donc ce qui s'est passé cette semaine, c'est qu'on a vu quand même un certain nombre de fusions acquisitions, que ce soit des rumeurs ou des choses actées. Donc là c'est acté, c'est la fusion de Warner Media qui avait été rachetée par AT&T, voilà. Il y a quelques années pour un peu plus de 100 milliards avec Discovery. Le but c'est quoi? Le but c'est d'aller merge et d'aller faire une fusion de ces deux acteurs pour pouvoir se mettre en face à face de Microsoft, de Netflix, d'Amazon, de tous ces acteurs-là. Et d'avoir du contenu de qualité. Et en plus, sur la partie entre guillemets rentable, parce qu'il y a les chaînes de télé, bah en fait, comme les chaînes de télé ont plus de croissance, le but c'est quoi? Le but c'est d'aller élargir votre panel de chaînes de télé dans plusieurs pays et d'aller comprimer vos coûts. Donc par exemple, typiquement quand vous avez Cartoon Network qui produit des dessins animés, bah, si vous avez des Cartoon Network dans beaucoup de pays et que vous faites en sorte que les dessins animés que vous produisiez ils soient utilisables dans tous les pays dans lesquels vous avez Cartoon Network, bah, si vous rajoutez des pays, bah, en fait le coût par vision du dessin animé va descendre parce qu'en fait vous donnez un pool possible de clients qui est plus large. Votre chaîne de télé elle va faire des vues dans tous les pays. Si avant vous aviez 10 pays et que maintenant vous en avez 30, bah en fait le coût par visionnage il va être un peu moins élevé et du coup vous allez faire un peu plus de rentabilité parce que vous allez travailler sur vos coûts. C'est la même technique qui est à l'œuvre chez TF1 et M6. L'idée, c'est pas forcément de dire que TF1 et M6 vont créer de la valeur en créant des optiques de croissance nouvelles. C'est juste qu'en fait, le fait de mettre TF1 et M6 sous le même groupe va permettre de faire des économies d'échelle sur certaines parties des actifs et du coup, vous allez le retrouver dans la rentabilité. Et ça, c'est quelque chose qui est assez classique et qu'il faut comprendre. Vous avez les mouvements de consolidation qui sont agressifs. Donc, c'est-à-dire agressif, c'est quoi? C'est Amazon qui va s'étendre à d'autres business. Donc là, le but, c'est pas de faire de la synergie, mais c'est d'aller s'étendre à d'autres business et de rajouter des briques à son métier de base et d'aller construire quelque chose de plus grand. Euh, Là, c'est vraiment des choses plus défensives. Et quand c'est défensif, c'est quoi? Votre but, c'est pas forcément d'aller chercher la croissance, mais c'est d'aller chercher la rentabilité. Donc, vous allez avoir X de chiffre d'affaires dans la business unit 1, X de chiffre d'affaires dans la business unit 2. Et en fait, ce que vous allez trouver, c'est que 2 plus X, enfin 2 fois X, d'accord, donc les deux chiffres d'affaires vont vous donner Y qui correspond en fait à la rentabilité des deux business plus quelque chose. Et en fait, vous avez fait de la synergie et vous avez créé de la valeur. La plupart du temps, dans ce genre de deal, vous avez deux grandes branches. C'est-à-dire celles qui vont permettre un peu de croissance. Donc là, c'est ce qu'on va chercher avec Discovery et Warner. Donc la croissance, ils vont la chercher comment? Bah, comme je vous l'ai dit, sur les chaînes, en essayant de les déployer un peu plus à l'international. Donc ça, c'est l'optique de croissance, même si c'est anecdotique dans leur... Enfin, anecdotique, c'est limité dans leur deal. Et après, ils ont toute l'optique de synergie. D'accord. Il faut savoir que Warner, ils détiennent des studios de jeux vidéo et une partie des studios vont être amenés, une autre partie vont pas être amenés. Il y avait déjà eu des discussions il y a quelques mois chez AT&T pour vendre une partie des studios gaming de Warner. Et du coup, là, ce qui va se passer, à mon avis, c'est que les studios qui sont amenés vont continuer à vivre leur vie dans un groupe un peu plus grand avec des possibilités de monétisation. Typiquement, ce qui va se passer, c'est que va y avoir des possibilités de monétiser des actifs qui appartiennent à Discovery totalement au niveau voilà, des droits d'utilisation des personnages, ce genre de choses. Donc, ils vont permettre d'amener ces séries en jeux vidéo. Donc ça va permettre au pôle Warner d'avoir une possibilité de création qui est un peu plus large. Et ce qui reste chez AT&T en studio de jeux vidéo, le but ça va être de les vendre. Donc il y a quelques licences qui sont détenues par AT&T qui ne sont pas amenées avec Warner. Je pense que c'est des licences qui vont être vendues dans l'optique pour AT&T, c'est de limiter sa dette et de devenir vraiment une cash co, c'est-à-dire une pure telco. Et ce qu'on demande à une telco à l'heure actuelle dans la façon de faire des telcos actuellement, c'est quoi? C'est en fait, vous faites quasiment plus de croissance. Vous essayez juste de faire une gestion de vos coûts. Et votre but, c'est quoi? C'est d'avoir un gros cash flow, d'investir dans vos infrastructures pour pas être dépassé par le voisin et de servir un très gros dividende.
Donc ça c'est une question, est-ce que c'est intéressant, est-ce que ça crée de la valeur ou pas? À l'heure actuelle, si vous regardez quasiment tous les acteurs des télécommunications qu'on fait comme ça, ils créent de la valeur pour leur actionnaire principal qui en fait va profiter de ce cash flow pour faire d'autres investissements et va endetter généralement son actif de façon très très violente et va payer cet endettement par le cash flow de cet actif. Donc ça, c'est tout ce qui a été fait avec Altis et tout ça. Mais ça a été fait dans d'autres pays avec beaucoup d'opérateurs telco. Mais après, par contre, pour un actionnaire minoritaire, le problème qu'il y a, c'est que si vous n'avez pas fait ce levier de l'endettement, bah, en fait, vous allez récupérer du cash flow, vous allez payer des impôts sur ce cash flow. À la fin, votre groupe, il fournit pas au niveau de l'action une hausse de l'action dans le temps, et du coup, en fait, le gain pour vous, il est assez limité. Voilà, c'est à peu près l'univers des telcos à l'heure actuelle. Donc est-ce que c'est intéressant d'avoir du AT&T après? Ça dépend aussi parce que la question c'est combien vaudra Discovery plus Warner, qu'est-ce que ça va produire comme valeur? Ça donne des actifs intéressants, hein. Au niveau du streaming global, c'est le numéro 3 mondial avec des chaînes quand même, comme je vous l'ai expliqué, comme Cartoon Network, ce genre de choses, qui sont des chaînes qui sont globalement très connues, avec des licences comme DC Comics, ce genre de choses. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire et ils ont une possibilité vraiment de croissance qui est assez importante et ça devient vraiment un équivalent un peu de Disney dans le sens où vraiment au niveau licence vous avez beaucoup de choses. Après c'est moins c'est un pôle qui va être moins clair que Disney. Vous aurez beaucoup d'actifs différents avec beaucoup de chaînes qui ont chacune leur vision, leurs soucis, leurs avantages, ce genre de choses. Donc il y a quand même beaucoup de travail à faire là-dessus. Mais voilà. Mais ça vous montre effectivement une chose que je vous dis souvent, c'est qu'on est dans l'ère du contenu, mais pour que le contenu ait sens, c'est-à-dire qu'il vous rapporte de l'argent, il faut être capable de le monétiser de façon très agressive, et pour ça en fait il faut que vous construisiez énormément de contenu pour l'amener dans une plateforme, que vous déteniez votre plateforme, et en détenant le contenu et la plateforme, vous faites beaucoup d'argent. Donc là le but de Discovery et de Warner c'est ça, c'est d'avoir le contenu plus la plateforme, d'amener quelque chose et de faire beaucoup d'argent. Et c'est vrai que par exemple sur l'aspect information, ils ont les chaînes CNN, ce genre de choses. Donc ils ont une capacité, par exemple, si dans leur offre de streaming, d'aller amener un contenu supplémentaire au niveau information qui est très poussé, avec des documentaires assez poussés, ce genre de choses. Et ça peut faire la différence. Parce qu'il faut bien que vous sachiez que, par exemple, Netflix, si on regarde aux États-Unis, 30% des gens qui restent abonnés à Netflix aux États-Unis, dans les trois raisons principales qu'ils donnent pour rester abonnés, c'est le contenu éducationnel de Netflix. C'est-à-dire qu'ils utilisent Netflix comme plateforme pour apprendre des choses sur différents univers. Et Netflix a musclé son contenu là-dessus. Donc il y a vraiment dans le service de ces plateformes, il y a plein de sous-marchés et il ne faut pas croire que c'est juste parce que vous avez la meilleure série qui cartonne que vous allez vendre des abonnements. Ce que les gens ils attendent, c'est vraiment un contenu diversifié qui va convenir à toute la famille. Et donc pour ça, il faut que vous investissiez très fortement. Vous avez l'autre deal qui est en cours, c'est le rachat d'Amazon, le rachat de MGM par Amazon. Donc là, le principe, c'est un peu la même chose, hein. C'est Amazon propose 9 milliards pour obtenir MGM. Le but, c'est quoi? C'est de muscler le catalogue de Amazon Prime et c'est de faire en sorte que justement dans cet écosystème Amazon, bah, il y ait de plus en plus de contenu et que cet Amazon Prime, ça devienne vraiment le service d'abonnement que tout le monde a, quoi. Et vous n'avez jamais eu dans le monde entier un acteur qui a autant d'abonnés qu'Amazon, ce genre de choses. Et tout ça, c'est des infos qu'il a sur les gens, des manières de consommer, tout ça. Et donc ça vous montre aussi que quand vous êtes un acteur comme Amazon, on l'a vu, ils se sont lancés dans le jeu vidéo, ils ont mis 500 millions pour le moment dans le jeu vidéo, et ils n'ont pas sorti grand chose. Et donc vous voyez bien que quand vous êtes un acteur comme Amazon, le but des fois c'est d'investir dans du contenu parce que c'est plus facile d'aller l'acquérir, même en le payant très cher, de tout de suite le mettre dans votre plateforme que de le créer. La création de contenu, quand c'est pas votre cœur de métier, c'est compliqué. Se dire que vous allez arriver sur un secteur, vous allez mettre des milliards et vous allez réussir à créer comme les autres ont créé avant, c'est pas forcément vrai. Donc ça donne aussi beaucoup de valeur à ceux qui étaient déjà là avant, qui ont des connaissances, qui savent créer, et du coup, bah, effectivement, vous avez une valeur qui est exceptionnelle. Et cette valeur, des fois, vous pouvez ne pas l'avoir
si vous prenez la boîte voilà, en elle-même perdue toute seule, en la raisonnant toute seule. Mais si vous la raisonnez dans l'aspect global d'un service comme Amazon et tout, elle a énormément de valeur. Donc moi je pense que Amazon c'est des acteurs qui vont continuer, enfin c'est un acteur qui va continuer à faire ses emplettes, et ça vous montre bien que ce que je vous disais dans le gaming, c'est-à-dire les acteurs du gaming qui essayent d'incorporer des licences pour aller pouvoir se battre sur les plateformes et soit avoir de la puissance face aux plateformes, soit amener du contenu à leur plateforme comme le fait comment s'appelle Microsoft. Le but de tous les acteurs, c'est vraiment que, à mon avis, cette stratégie d'aller acquérir du contenu, c'est vraiment aussi bien dans la musique, dans le jeu vidéo, dans les livres, dans tous les supports entre guillemets culturel et intellectuel, vous avez besoin d'acquérir le plus en plus de contenu, et vous avez un besoin de se battre justement là-dessus pour créer une plateforme qui vous amène quelque chose. Et là-dedans, c'est par exemple très intéressant, mais Amazon, par exemple, ils ont un avantage considérable là-dedans. Par exemple, la plateforme pour avoir des livres numériques, clairement, c'est Amazon qui est leader là-dedans. Et pourquoi est-ce qu'Amazon n'a jamais investi dans une maison d'édition, enfin pas de façon très importante? C'est parce qu'en fait les maisons d'édition en face d'Amazon, elles n'ont jamais voulu lancer leur propre service, et aucun service a vraiment marché en face d'Amazon. Donc en fait, ils ont été capables de gagner le marché avec Audible et tous ces services assez rapidement. Et du coup, ils veulent pas se battre. Mais vous pouvez vous dire que par exemple, dans quelques années, peut-être qu'Amazon se dira, pour être sûr d'assurer mon catalogue, je vais proposer à Vivendi ou à d'autres de racheter leur branche édition. Pourquoi? Pour être sûr d'avoir les livres et pour pouvoir faire quelque chose avec séries, films, commandes en 24 heures et tout ça. Et ça, vous offrez un pool de services colossal, et donc les gens vont s'abonner, même s'ils s'abonnent que pour une seule activité et pas les autres, vous vous en foutez parce que vous allez avoir des gens qui vont s'abonner à votre service pour à peu près tout, et vous allez avoir un pool de clients qui est colossal. Donc vous avez la même chose aussi chez Netflix. Netflix pendant longtemps ça a été des films, après ils ont été très agressifs dans les séries, et maintenant de plus en plus ils commencent à faire des choses qu'on pourrait rapprocher de l'univers du gaming, c'est-à-dire des jeux narratifs. Donc des jeux narratifs c'est quoi? C'est-à-dire que vous n'avez pas une capacité de jouer extrêmement profonde, mais vous allez faire des choix pour les personnages, et ces choix vont avoir une importance dans la série. Donc ça permet de changer un peu l'évolution d'une série et de la rendre moins linéaire, c'est-à-dire que vous n'allez pas juste regarder, mais vous allez être acteur de la série. Il y a des meilleurs taux d'engagement là-dessus, mais en plus, quand on regarde ce que Netflix fait depuis quelques temps, ils sont vraiment en train de chercher à créer du contenu de jeux vidéo, c'est-à-dire à créer des jeux vidéo, et peut-être que le but de Netflix après, c'est d'avoir la plateforme, c'est-à-dire les films, les séries, et d'y ajouter le gaming en surcouche. Et donc du coup, vous voyez bien que ce qui va se passer, c'est que Netflix rentre en conflit avec Microsoft en amenant une surcouche gaming. Microsoft sera donc obligé de rentrer en conflit avec Netflix en amenant des contenus vidéo. Les acteurs qui ont des licences comme Disney et qui ont aussi des jeux vidéo sont rentrés en conflit avec Netflix, et vous voyez que le mouvement de marché il est colossal parce que ça implique beaucoup d'acteurs et il va se passer beaucoup de choses. Et par exemple le mouvement que vous avez chez Disney, qui est de sortir du partenariat totalement simple avec EA, c'est-à-dire avant la majorité des jeux de Disney c'était soit des jeux qui étaient créés par les studios de Disney, soit des jeux qui étaient des coproductions avec EA, et en partant pour créer des jeux avec Ubisoft, ce genre de choses, sur le modèle d'Assassin's Creed et tout, ils s'affirment un peu plus là-dedans dans le jeu vidéo, et je pense que le but à terme c'est pour eux de maîtriser la licence. D'accord, donc les licences qui appartiennent à Disney, et d'aller chercher les compétences, voilà, parce que c'est vrai que quand vous regardez les jeux d'aventure, bah, c'est vrai que les jeux comme Assassin's Creed, il n'y en a pas beaucoup, et Ubisoft a vraiment un talent assez fort là-dedans, et est un des rares à faire des jeux comme ça tous les 3-4 ans qui sont des jeux majeurs.
même tous les 2 ans plutôt, qui sont des jeux majeurs. Donc le but, ça a vraiment été d'aller chercher la compétence d'Ubisoft là-dedans. Et après, vous pouvez vous dire que typiquement, si ça marche bien, est-ce que Disney aurait pas intérêt à racheter la compétence d'Ubisoft pour justement que cette compétence lui soit propre et que les autres puissent pas en profiter? Et donc le problème de tous ces acteurs qui ont des compétences, c'est qu'il va falloir qu'ils fassent levier sur leurs compétences, qu'ils aient une valorisation qui est importante pour pouvoir jouer des coudes avec les autres et dire, bah écoute, toi tu as ta licence, tu me la donnes, je fais un jeu, mais des Japonais ont une licence, ils me la donnent, on fait un jeu, et du coup je fais beaucoup de jeux, du coup tu peux pas me racheter parce que je suis une brique dans un secteur global et il y a beaucoup de gens qui travaillent avec moi. Donc là, c'est vraiment les contenus et il faut voir le contenu au niveau vraiment global. Et moi, je pense que vraiment le contenu au niveau global, c'est vraiment le truc le plus important des 10 prochaines années parce qu'on va arriver vers des plateformes. C'est-à-dire, avant, on avait des plateformes qui étaient monoproduits. Donc, vous alliez sur Deezer pour la musique, vous alliez sur Spotify, vous alliez sur Netflix, vous alliez sur Canal+, vous alliez. Voilà. Et chaque plateforme avait sa spécialité. Moi, je pense que plus on va avancer, plus on va aller vers des sociétés de très très grande taille, hein, vraiment des conglomérats comme on aura rarement vu à mon avis dans le monde entier, sauf si on les découpe avant. Et du coup, ça veut dire que ces sociétés, leur intérêt, ça va être quoi? Leur intérêt, ça va être vraiment de devenir multisecteur. Et entre guillemets, de plateformes qui étaient plus ou moins monosecteur et monoproduits, on va passer vers des choses qui vont être multiproduits. Et du coup, vous allez chercher dans votre abonnement le cinéma, le foot, la série, la musique, le jeu vidéo, tout ça dans un bundle. Et entre guillemets, vous allez chercher le prix, mais vous allez chercher aussi le fait que toute la famille puisse jouer autour et vous allez créer quelque chose. Et vous pouvez vous dire que les acteurs qui seront capables d'amener un bundle comme ça, ils ont du coup une valorisation de leur abonnement qui va tout de suite monter à 30, 40, 50, même à mon avis proche de 100 $. Parce que si on vous amène le jeu vidéo, la musique, les livres, tout dans un abonnement complet qui vous offre accès à vraiment une diversité de support colossal, bon, entre guillemets, vous allez vouloir payer une fois, vous allez payer un abonnement, vous allez le payer à vie, et vous allez plus jamais sortir de l'écosystème de la personne en face de vous. Et vous êtes totalement captif. Et ça, c'est une valeur qui est dingue. Vraiment, on l'a jamais vu ça. Avant, c'était vous étiez captif de Canal+, qui avait le droit du foot sur les chaînes de sport, quoi. Mais vous avez jamais été captif du même acteur sur plusieurs secteurs en même temps, mais parce que cet acteur, il est devenu aussi considérable que ça. Vous n'aviez pas des gens qui détiennent les films, les séries, les journaux, les choses comme ça, et à terme, c'est ce qui va se passer. C'est aussi quelque chose que vous voyez quand vous regardez la taille du web. Le web grandit, c'est-à-dire il y a de plus en plus de sites, et pourtant le nombre de sites que consultent les gens sur Internet, il a tendance à diminuer avec le temps. C'est-à-dire en fait vous vous concentrez sur certains sites et vous donnez de plus en plus de temps à certains sites. Et surtout vous donnez de plus en plus de temps à certains groupes en fait. Et tout l'intérêt de ces groupes-là, c'est ça, c'est d'avoir un pool de produits diversifiés, mais avec ce pool de produits diversifiés, de vraiment matcher tous vos besoins. Donc c'est pour ça que Facebook fait Instagram et Messenger plus Facebook. C'est vraiment dans cette idée-là. Et l'idée de ces groupes, c'est de créer des produits, de les avoir sous un même groupe, et chaque produit va vous être utile pour un certain moment. Et le but, c'est vraiment de développer ça. Et ça, je pense qu'on n'en est qu'au tout début. C'est-à-dire que si vous pensez que la consolidation, elle est vers la fin ou ce genre de choses, moi je pense qu'au contraire, on voit qu'on est vraiment au tout début. Et quand on regarde les groupes en face, on voit bien que vous avez besoin de plus en plus d'être de plus en plus gros pour devenir rentable. Et vous l'avez vu sur les secteurs qui sont sortis après. Typiquement, je vous l'ai déjà expliqué, le secteur de la food delivery, le secteur des VTC, ce genre de choses. Vous voyez qu'en gros, vous avez que 2 acteurs qui peuvent être rentables max par pays et par zone géographique, et qu'il faut qu'ils soient présents sur une zone géographique à minima de 1 à 1,5 milliard de personnes, de clients possibles. Sinon, ils ne peuvent pas atteindre la rentabilité sur leur manière d'avoir créé le service.
Donc du coup, vous comprenez bien que vous êtes de plus en plus sur des choses qui vous demandent de la taille. Et si ça vous demande de la taille, bah, ça vous demande des investissements qui sont considérables. Et ça a tendance à privilégier les acteurs qui ont une puissance de feu extrêmement forte. Parce que enfin voilà, vous pouvez pas en tant que petit groupe monter petit à petit les échelons et puis avec votre rentabilité vous installer dans des nouveaux pays, ce genre de choses et faire du développement étape par étape. Dans beaucoup de secteurs à l'heure actuelle de l'économie, vous ne voyez plus ce système se faire parce que ce n'est pas possible tout simplement. Ou parce que celui qui essaye de le mettre en place, entre guillemets, il va se retrouver dépassé par les autres et il va se retrouver marginalisé sur le marché et puis il va finir par mourir. Donc vous êtes vraiment dans ce système de création de quelques acteurs à chaque fois dans chaque marché. Et une fois que vous avez créé ces acteurs dans un marché et que le marché a atteint une certaine taille, bah, le but de ces acteurs c'est d'aller s'étendre à des marchés connexes. Et du coup vous voyez bien que vous rentrez en collision avec les géants qu'il y a à l'heure actuelle sur le web. Et donc leur but à eux, bah, c'est vraiment d'aller manger ces nouveaux acteurs et d'aller intégrer des nouvelles choses.